Vous avez mené, vous, avec les cahiers techniques du bâtiment, une étude nationale sur l'état des lieux du BIM, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. exactement. Approchez-vous du milieu et hop, vous avez l'écran retour juste en face. Oui, et le bip. Ah oui, il est là-bas. Voilà. Le clic. Alors oui, effectivement, on a mené une étude donc, avec le moniteur sur l'impact de la digitalisation et du BIM. Donc en gros, on a eu 261 répondants du secteur de l'AEC. Au niveau des professions, tout le monde était à peu près représenté, hein, les architectes, les bureaux d'études, les entreprises. Il y avait aussi les maîtres d'ouvrage qui étaient bien représentés. Donc au niveau de la taille des entreprises, c'était aussi assez divers et varié. Alors au niveau taux d'implication et niveau d'implication et utilisation du BIM, 66% des personnes interrogées font leur projet en BIM. Je ne vais pas parler de ceux qui ne font pas de BIM parce que ça touchait aussi ceux qui ne faisaient pas de BIM. Bon, je vais aller très vite. Donc 66% des répondants utilisent le BIM et ont l'intention de continuer dans ce sens. Bon, bien entendu, il y avait aussi une partie des personnes qui avaient arrêté d'utiliser le BIM pour des raisons diverses et variées. Sur les types des projets où le BIM est ou peut être utilisé, donc 9 utilisateurs sur 10 l'utilisent sur des projets neufs. Mais ce qui était aussi assez intéressant, donc ici, c'est les types de programmes sur lesquels le BIM est utilisé. Donc vous avez principalement des bureaux à 79%, logements collectifs bien entendu, ensuite écoles et établissements, les hôpitaux, ce qui est très connu hein, parce que le BIM permet de travailler sur des programmes et c'est là où il y a vraiment un intérêt sur des programmes un peu complexes. Ensuite, les proportions d'utilisation du BIM pour mener à bien les projets. Vous voyez qu'on est sur près de 4 utilisateurs sur 10 qui utilisent le BIM dans plus de 60% de leurs projets. Alors après, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises ou des bureaux d'études ou des agences archi, ça va être que sur 10% de leurs projets. Il y en a, ça va être sur 100%, ils vont être totalement BIM. C'est assez logique parce que d'une certaine façon, vous avez toute une partie de la production qui reste sur les anciens projets. Ça est extrêmement intéressant aussi de voir les résultats. Utilisation des outils de simulation, estimation des coûts à plus de 71%, c'est-à-dire quand on fait de la simulation, c'est sur les coûts. Ensuite, ça nous a pas mal étonné, c'est l'analyse de la lumière du jour. Et ensuite, la thermique dynamique, c'est un petit peu logique. Et derrière vient la structure et l'acoustique. Mais l'acoustique, ce qui est assez curieux, c'est qu'il n'y a pas tellement de solutions pour l'instant sur le marché. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas autant que ça. Donc ça vient quand même en 4e position. De quelle manière utilisez-vous ou souhaiteriez-vous utiliser le BIM dans votre entreprise ? Donc on se rend compte qu'il y a une majorité d'entreprises, donc près de 6 utilisateurs du BIM sur 10 qui l'utilisent avec leur propre maquette et celle des autres. Mais on se rend compte aussi qu'il y en a certains qui ne créent pas leur propre maquette, donc à 26%. Certains ne créent pas leur propre maquette, mais utilisent des outils BIM. Donc on suppose des visionneuses pour récupérer les modèles. OpenBIM, ça aussi, c'est une étude assez intéressante. On se rend compte que le marché français n'est pas très au courant de ce qui se passe au niveau de l'OpenBIM, puisque, effectivement, 80% des gens connaissent l'IFC, heureusement, mais ensuite, on se rend compte qu'il y a très peu de personnes qui connaissent, par exemple, on le voit, je ne connais pas et je n'utilise pas, 55% des personnes qui ne connaissent pas le COBI ou le GBXML parmi les professionnels, c'est un peu étrange et ça prouve qu'il y a un problème aussi de pédagogie à ce niveau-là. Au niveau des plateformes collaboratives et solutions de partage des données, réponse aussi assez intéressante, on se rend compte que ce sont WeTransfer et Dropbox qui sont les plateformes collaboratives et solutions de partage de données les plus utilisées. Donc on est vraiment dans de la collaboration très basique, mais bon, pourquoi pas. Hein. Et ensuite, ce ne sont pas des outils spécialisés finalement. Non. C'est des usages génériques, professionnels, même grand public quelque part. Mais ça prouve que là aussi, il y a beaucoup de progrès à faire. Ensuite, vous avez la plateforme BIM 360 qui arrive derrière et Croquis qui arrive juste derrière ces solutions-là.
Ensuite, donc, au niveau des bénéfices, ça c'est assez intéressant, amené par l'utilisation du BIM. Bien entendu, les bénéfices liés à la fiabilité des documents de construction et à la capacité aussi, ça c'est intéressant, à proposer de nouveaux services. Donc les entreprises ont bien compris, je crois que ça a été abordé d'ailleurs pendant les présentations, que ça leur permettait de se diversifier et finalement de faire du bénéfice sur d'autres typologies de services qu'ils ne font pas habituellement. Investissement privilégié pour le BIM. Près de 6 répondants sur 10 souhaitent développer des processus collaboratifs BIM avec l'externe. Ça veut dire que majoritairement, ils collaborent en interne, donc en BIM niveau 2, en interne. Donc ils souhaitent développer la partie externe. Ensuite, puisqu'on doit aller très vite, actions à mettre en place pour faire évoluer le BIM. Favoriser l'apprentissage auprès des professionnels de la construction. En deuxième, des formations pour les professionnels du BTP. Donc ça rejoint bien toutes les conclusions de nos débats. Et aussi, intéressant, sur les utilisateurs ont exprimé à 33% qui souhaiteraient une obligation d'utiliser le BIM pour concourir sur les marchés publics. Ça rejoint aussi ce qu'on disait sur le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, où finalement on voit aussi que l'obligation, ça pousse les gens à passer sur ces processus. Merci d'avoir joué le jeu du timing. Emmanuel Giacomo. Merci Autodesk, partenaire du Rex BIM Tour. Autre partenaire du Rex BIM Tour, Allplan, Guillaume Vray. Quelques messages aussi à nous faire partager sur le BIM, ses enjeux, et le regard d'Allplan sur le sujet. Et la vision prospective. La vision prospective, ça, évidemment. Donc pareil, je vais essayer d'aller vite et de faire bien, parce que c'est vrai qu'on a vu qu'avec les échanges, on prenait pas mal de temps et la richesse du sujet. Donc voilà. Donc l'objectif, en fait, était la vision qu'on avait. Je voulais d'abord vous donner la vision, le retour des utilisateurs, le retour de nos clients qui nous disaient, voilà, comment Allplan se positionne, et surtout, sans parler d'un éditeur, quoi que ce soit, quel est le retour du marché sur vos projets que vous faites tous les jours. Tout d'abord, c'était qu'on soit tous d'accord sur un fait, c'est que les projets sont de plus en plus complexes. Alors, plus en plus complexes sur différents sujets. Le premier, on va parler du respect des délais. Ça, c'est un premier projet que vous fassiez, je dirais, de la maison individuelle, du logement, du collectif, peu importe. Il faut qu'on arrive à livrer le projet dans les délais. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y avait également un autre problème, c'était le nombre d'acteurs. On parlait tout à l'heure de silos, c'était de casser tous ces silos pour qu'on puisse tous se communiquer entre nous, que ce soit l'architecte, l'ingénieur, l'AMO, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les projets sont aussi plus complexes par rapport aux échanges, au nombre d'acteurs. Et puis le dernier, la qualité. Ça, c'est un sujet, je trouve qu'on n'en a pas parlé assez aujourd'hui. C'était la qualité en termes de contrôle de données. Quand je parlais de respect des délais, c'est quelque chose qui revient souvent. Là, on a un bel exemple avec le tunnel du Gothard. C'est un tunnel le plus long du monde, 57 km, qui rejoint la Suisse à l'Italie. Des milliers de sections, parce que tout à l'heure, on parlait justement de DOE, mais en fait, les différents puits, c'est fait avec des sections, c'est que des plans. On en revient là. Mais on a eu des milliers, et donc on a participé à ce projet-là, on en était très très contents, mais les délais, ça reste vraiment un vrai enjeu. On parlait du nombre d'acteurs. On a bien vu tout à l'heure que non seulement il y avait les différents silos, qu'il fallait tout ce qu'on échange. Quand on parle du nombre d'acteurs, l'idée c'est vraiment de pouvoir donner, comme on le dit, la bonne info au bon moment à la bonne personne pour pouvoir prendre la bonne décision. Et la collaboration, le décloisonnement, voilà. Et la co-construction. Exactement. Donc la notion de BIM, c'est de la donnée enrichie pour qu'on s'en serve au bon moment. Il y a des moments, la donnée, on va peut-être la créer, vous n'allez pas en avoir besoin tout de suite, mais peut-être que vous allez vous en servir derrière, et là, il y aura vraiment de la valeur ajoutée. Ensuite, il y a également le côté qualité, le côté qualitatif, et je trouve que cette photo-là, avec le grand porte-à-faux, prend tout son sens. C'est une notion qui est importante aussi, on n'en a pas parlé, comme je disais tout à l'heure, c'est de contrôler, on a parlé tout à l'heure de convention BIM, d'enrichir de la donnée, mais comment est-ce qu'on s'assure que les données qu'on va recevoir des différents acteurs, elle va être contrôlée. Alors, pour ça, la notion de données, c'est vrai qu'on a des solutions. Alors, je pense à une solution en particulier qui s'appelle Solibri Model Checker, qui est aujourd'hui une solution de contrôle qualité des données, où on va faire des règles, typiquement des règles de sécurité pour vérifier qu'on est bien à tant de mètres d'une issue de secours, qu'il y a bien différentes règles de projet, mais également comment les données sont rentrées dans la maquette. C'est aussi une notion importante, s'assurer qu'on a bien mis les bonnes unités, toutes ces choses-là. Donc la notion de qualité. Tout ça,
fait que dans un projet, on en revient à la question de monsieur tout à l'heure sur la partie la communication. Comment est-ce qu'on communique ? Si on reprend les quelques études, que ce soit dans nos métiers ou autres, on se rend compte qu'il y a une clé pour réussir un projet. Et ça, tous nos clients nous le disent, et je pense que vous êtes d'accord pour le partager, ça va être la communication. On en a dit plusieurs fois, si on ne se parle pas, ça ne marchera pas. Et ascendante et descendante. Dans tous les sens. Et dans tous les sens. Donc j'ai envie de vous poser une petite question, c'est d'après vous, combien de temps en moyenne vous passez à chercher l'information ? Petite devinette de fin de journée, je sais que vous êtes fatigués, mais on va tous essayer de trouver la réponse. Quelques chiffres ? En pourcentage. Hein, en pourcentage. De son temps. De temps par jour. 20% ? Ouais, Julien ? À peu près, vous confirmez ? Bon, vous n'êtes pas loin, on est à 15%. Donc en fait, les études disent qu'on passe 15% de notre temps à chercher de l'information. C'est quand même énorme. Est-ce que vous ne croyez pas que ce temps-là, on pourrait en faire autre chose ? C'est là qu'on arrive en plein dans la collaboration. Et on se rend compte que du coup, si on ne communique pas bien, il peut se passer des choses. Ici, un exemple, ça s'est fait à Bordeaux, où on a eu un balcon qui est tombé sur l'étage du dessous. Alors c'était à Bordeaux-Ginko. Donc il y a eu étude. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui s'est passé. On a parlé que les choses se passent bien, mais il y a des choses parfois qui ne vont pas. Et en fait, il s'est passé qu'il y a eu plusieurs intervenants dans le projet qui, typiquement, n'ont pas communiqué entre eux. Il y a eu d'abord ceux qui ont fait le bâtiment principal, et il y a un sous-traitant qui est venu rajouter les balcons. Il s'est avéré qu'en fait, les balcons, ils n'ont pas été positionnés au bon endroit, et surtout pas avec les bons aciers. Ce qui fait que 2 ans après, il y a un balcon qui est tombé, il ne s'est rien passé. Enfin, du moins, il n'y a pas eu de perte humaine. Mais ça arrive. Autre exemple, on s'en rappelle, on a eu la réponse avec Roissy, c'était en 2004, où là, on a eu, pareil, une arche en termes d'architecture avec une belle forme, très sympathique, sauf qu'il s'est avéré que pareil, là, il y a eu enquête, d'ailleurs, il y a eu le procès qui s'est passé il n'y a pas très très longtemps, là, il y a 1 ou 2 mois, où du coup, toute une grande enquête, qui fait quoi, quels étaient les différents acteurs du projet, qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est avéré qu'entre l'architecte qui avait imaginé sa forme et son ovale un peu sympathique, et puis après l'ingénieur structure béton qui est revenu derrière, il n'y a pas eu de communication. Alors, il y a eu « Ah, c'est la forme, ok, je fais ». Et en fait, il s'est avéré qu'en fait, il y a eu un raté dans les études de calcul structure, en termes de renfort. Et dès le début du projet, il y a eu des fissures qui sont apparues même pas 1 an. Et du coup, voilà ce qui s'est passé. Et puis, le dernier exemple en date, on s'en rappelle, c'était le pont de Gênes, où là, pareil, avec des catastrophes plus dramatiques sur le plan humain, où là, pareil, c'est un défaut de communication par rapport à la maintenance du pont. Il y a des choses qui avaient été identifiées, qui avaient été vues, notées dans les rapports, et puis qui n'ont pas été communiquées aux bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions. Donc voilà, notre philosophie, et le retour qu'on a, c'est que les projets sont de plus en plus complexes, et la vraie philosophie, c'est justement que ça n'arrive pas. Parce que vous êtes tous acteurs, et vous êtes tous potentiellement amenés à avoir ce type de projet. Alors, on n'en pense pas, on parle de maquette numérique, mais à un moment, ça se construit, et donc il faut qu'on soit sûr de ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que là, je dirais, on a une solution intégrée avec différentes offres, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est, on revient là-dessus, c'est sur la partie collaborative, et là-dessus, c'est sur la partie IFC. Et du coup, bah voilà, il faut penser à cette alternative-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume Vray. Merci Allplan, partenaire également du Rex BIM Tour sur chaque étape. Dominique Sénat, quelques mots pour conclure cet après-midi. Merci. Que dire on est dans une nouvelle étape du BIM. Avant, on faisait que de l'évangélisation, en ton terme, et tout était merveilleux. On avait des belles images qui défilaient. Aujourd'hui, on est plus dans le retour d'expérience, et donc on a le droit de dire que tout n'est pas merveilleux. On parle du verre à moitié plein, en tout cas, on est plus dans la réalité. Que dire de la journée ? D'abord, on a eu une belle présentation des différents acteurs, mais on a appris qu'il
il y avait des normes et des guides d'utilisation qui vont être bien utiles pour faire du BIM dans de bonnes conditions. On a vu tout ce qui se fait comme découverte du monde du BIM et activité de promotion, avec quelque chose que j'ai noté qui me paraît intéressante, c'est que l'idée en France, en tout cas, c'est de ne pas contraindre. Le BIM, on en fait la promotion, on le fait venir, mais on ne l'impose pas, et c'est peut-être une bonne façon de laisser les acteurs monter en puissance. Sinon, j'ai envie de regarder la journée à travers trois mots. La maturité, pour qui on fait du BIM, et puis les déclencheurs du BIM pour aller peut-être plus loin et plus vite. Alors, concernant la maturité, on a vu que dans des domaines assez différents, les acteurs vont loin. Enfin, Barrel-Pelletier nous trouvait quand même qu'il y avait un manque d'acteurs dans le BIM. Il y a encore des choses à développer. CETIS, dans sa présentation du projet avec le conseil départemental de l'Isère, a fait ressortir, et c'était intéressant, les difficultés de passer de la 3D au plan 2D. Je veux dire, là, on rentre dans le sujet, on n'est plus juste en train de rêver de BIM, on voit qu'il y a quand même des démarches conséquentes pour les acteurs pour passer le pas. Le BIM nous apportera beaucoup, mais le passage ne se fait pas sans douleur, et il y a du travail. Et que certainement, il faut avoir bien conscience qu'on a besoin encore aujourd'hui de recours à des supports, c'était le mot qui était utilisé tout à l'heure, pour pallier l'inexpérience. On est quand même en train de découvrir une nouvelle façon de faire, de nouveaux outils qui ont certainement des qualités en termes de démarche de qualité, justement, mais que ça nécessite en tout cas un apprentissage qui nous amènera peut-être vers une certaine homogénéité des rendus, et ça c'est important pour tous les acteurs, du concepteur en passant par les entreprises jusqu'au maître d'ouvrage qui est au bout, d'arriver à se retrouver dans toute la complexité des études qui sont faites pour mener à bien un bâtiment. Pour qui le BIM, on a vu que ça pouvait être pour des acteurs très différents, des projets moyens, enfin en termes de taille, comme celui qui était présenté par Barrel-Pelletier pour son siège social, ou alors des très gros projets comme Solvay, là, présenté par Patriarche, où effectivement on met systématiquement sur ces projets-là pas mal d'organisation, de moyens, de contrôle, et voilà, le BIM amène un certain nombre de solutions dans cette démarche-là. Et puis, moi, j'ai envie de parler des déclencheurs qui feront que le BIM se développera encore davantage. On a vu une entreprise générale convaincue. C'est quand même un engagement un peu rare, mais très personnel d'une entreprise. On a vu des maîtres d'ouvrage comme la région Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes, il ne faut pas que j'oublie les Auvergnats, avec Monsieur Beretta. Qui doit être auvergnat en plus, je pense, non? Alors, je fais d'autant plus attention. Ou même le conseil départemental de 38. On voit, il y a un certain nombre de grands maîtres d'ouvrage, maîtres d'ouvrage structurés qui commencent à poser des choses très précises sur le BIM. Comme je disais tout à l'heure à la table ronde, il faudrait que les autres se forment beaucoup afin de savoir ce qu'ils peuvent en attendre et qu'ils demandent des choses raisonnables. Et puis, donc, la question du déclencheur, c'est comment et quand la majorité des projets se feront en BIM. Alors, on a eu une réponse partielle de Gilles Charbonnel qui nous disait demain le carnet numérique pour avoir une traçabilité des données des bâtiments. Oui, voilà, typiquement, c'est le but, c'est l'objectif qui va fixer des besoins, et le BIM nous apportera une réponse là-dessus. Voilà.
On a vu au passage qu'il y a de la nouveauté, donc c'est difficile, ça nécessite de l'engagement des directions, forcément. Et qu'est-ce que je voulais dire Les prochains rendez-vous, peut-être? Peut-être les prochains rendez-vous. Oui, peut-être quand même évoquer au passage, est-ce que le BIM est une démarche élitiste? Comment vont survivre certains acteurs? Parce qu'il est incontournable qu'il y a des investissements. Ça se fait pas sur le coin d'une table. Et puis les prochains rendez-vous. Ils sont à l'écran. Ils sont à l'écran, voilà. Donc, comme vous l'avez compris, Rex BIM Tour doit se faire partout en France, parce que, bien sûr, que vous n'allez pas aller à Marseille voir ce genre de retour d'expérience, pas plus que les Marseillais sont venus à Lyon. Donc, Aix-en-Provence, 21 juin, Toulouse, 2 octobre, Clermont-Ferrand, 27 novembre, et comme l'a dit Julien tout à l'heure, ça continue pendant 3 ans. Donc, Et qu'est-ce que vous allez en faire finalement de tout ça? Ça sera une fin en soi, les Rex BIM Tour, ou qu'est-ce que ça va accoucher de quoi finalement? Et ça sera ma dernière question en ce qui me concerne. Ça va permettre de donner davantage de réalité au BIM. Entre les fantasmes des uns qui imaginent que c'est merveilleux et puis la réalité de terrain, ou ceux qui en ont très peur alors que peut-être qu'en fait ils font du BIM tous les jours, sans le savoir. Voilà, donner une réalité au BIM et permettre à chacun de ne pas fantasmer mais s'organiser pour rester dans ce monde du bâtiment qui évolue. Et pour le groupe national, Julien Mercier, ça va servir à quoi finalement? Pour Sinov. Super rapidement parce qu'il y a l'apéro. Juste, on va capitaliser, comme je l'ai dit, les vidéos et on va faire un site. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on puisse faire bénéficier un maximum de personnes à tout ce qu'on s'est dit. Et je vous remercie tous d'être venus. Moi, j'ai passé une bonne journée. Voilà. Et on va aller boire un coup maintenant. Merci à tous. Merci beaucoup. Et merci à nos intervenants, aux entreprises qui sont venues témoigner. Merci encore à BTP Rhône et Métropole pour l'accueil dans ces locaux. Et puis, je m'arrêterai là pour aujourd'hui.